Reynald Sécher, vous êtes le président de l'association Mémoire du Futur, vous êtes également historien et depuis quelques années, vous travaillez sur un projet de restauration à la Chapelle-Basse-Mer. Pourquoi à la Chapelle-Basse-Mer? Alors, la Chapelle-Basse-Mer est une commune qui a une position géographique exceptionnelle. C'est à la fois une commune bretonne, mais aussi de la Vendée-Méditerranée. Nous sommes juste à la frontière brito-française. Alors, ça fait toujours sourire quand je dis ça, mais jusqu'à la Révolution française, c'était une frontière qui était fortement intégrée dans le paysage local. Donc, on a affaire à des Bretons. Bien. Lorsqu'il y a la Révolution française, cette paroisse qui est située sur la rive gauche de l'histoire prend position en faveur des Vendéens. Et c'était l'objet de ma première thèse de troisième cycle à l'époque, tout ça a disparu maintenant. Et en fait, à travers l'histoire de cette paroisse, on a mieux compris pourquoi la population a réagi en faveur de la contre-révolution et surtout on a pu établir pour la première fois dans l'histoire d'un Vendée militaire le nombre de victimes et le nombre de bâtiments détruits par les armées révolutionnaires. Alors pourquoi il y a eu un tel chiffre localement? Parce que les habitants de la paroisse ont été pris entre deux feux. Le premier feu venait de la Loire, avec la fameuse flottille sur la Loire, qui carnardait et les marins descendaient sur la rive pour massacrer la population. Et le deuxième élément du massacre, qui est beaucoup plus connu, ce sont les colonnes infernales, en l'occurrence la colonne qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelle le Cordelier. C'est la même qui a agi au Luc-sur-Boulogne. On a les chiffres très précis. C'est-à-dire qu'au niveau humain, le recteur clandestin, qui s'appelle l'abbé Pierre-Marie Romain, a enregistré scrupuleusement tous les morts. Et sur une population de 3250 habitants, il y a eu à peu près 850 habitants. Et ce qui est une caractéristique de la répression en Vendée, ce sont principalement les femmes, les enfants et les vieillards qui ont été exterminés. Et le deuxième chiffre que nous avons, qui est un chiffre incroyable, inimaginable pour les historiens. On ne pensait pas qu'un jour on aurait de tels chiffres. C'est le nombre d'habitats détruits par les colonnes infernales, 363. Le pourcentage de l'habitat détruit par rapport à l'habitat existant, plus du tiers. Mais en même temps, on a pu valoriser cet habitat et détruit existant. Et en fait, c'est 51% de la valeur de l'habitat qui a été détruit. Alors pourquoi 51%? Parce que les armées révolutionnaires voulaient faire de la Vendée une terre brûlée. Et pour ce faire, détruire principalement les marchés. Et le marché à l'époque, eh bien, c'est le bourg, parce que c'est là où se font l'offre et la demande. Au sein de ce village, il y avait des lieux qui étaient intacts. Principalement la dîmerie, là où on payait la dîme, et il y avait dans la campagne une chapelle abandonnée. Cette chapelle était totalement en ruine. Et en fait, la mairie avait décidé de la raser. Arrêter de péril. Je ne pouvais pas l'accepter pour deux raisons. La première, c'était la première église du village. Et deuxièmement, c'était le seul endroit connu localement où avaient été exterminés 80%, 80 habitants qui avaient été brûlés vifs. Et faire disparaître ce lieu, c'était brûler en fait la mémoire. Et donc je l'ai racheté et j'ai décidé de la restaurer. Alors en commençant les travaux, on va étudier en profondeur l'histoire de cette chapelle. Et on va s'apercevoir de trois choses. Premièrement, cette chapelle, c'est en fait la chapelle d'un prieuré fondé par les moines de Marmoutier dans le cadre, parce que c'est fondamental, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre ce qu'a été la romanisation de la Bretagne. La Bretagne était irlandaise, comment dire, subissait l'église irlandaise, irlandisée, c'est un peu dur à dire. Et Rome a décidé de réagir en faisant deux choses. Un, à partir de l'abbaye de Marmoutier, à Tours, elle a envoyé des moines qui ont créé de toutes pièces des prieurés. C'est le cas de la Chapelle-Basse-Mer. Et
À partir de Marmoutier, ils ont aussi créé de toutes pièces des abbayes. C'est le cas de l'abbaye Saint-Sauveur de Redon, qui elle-même a donné des serments, comme Vin-sur-Rousse, etc. La chapelle Basse-Mère fait partie du domaine de l'abbaye de Marmoutier. Une fois qu'ils ont implanté un prieuré qui est devenu dynamique, etc., sur les terres du seigneur Bassamarus, d'où le nom de chapelle et Basse-Mère, chapelle parce qu'ils avaient implanté localement une relique majeure, un morceau du voile de la Vierge, Capellia, lieu où est déposée une relique, et sur les terres du seigneur Bassamarus. Dans le cadre d'un échange avec l'évêché, Marmoutier va échanger son terrain et son prieuré contre un autre domaine. Et l'évêché de Nantes se retrouve avec une paroisse. Et en fait, à partir de cette chapelle, on va créer une paroisse et la chapelle va devenir église. Au XIIe siècle, on va transférer le bourg à quelques 500 mètres et la chapelle va devenir chapelle secondaire et elle va rester avec tous ses privilèges, notamment le droit de baptême, etc., jusqu'à la Révolution française. À la Révolution française, elle est vendue, rachetée par les seigneurs du lieu. Ils vont essayer de l'entretenir et en fait, avec l'arrivée des colonnes infernales, elle va être brûlée quasiment entièrement. Au XIXe siècle, on va essayer de la réhabiliter, mais malheureusement, faute d'argent puis faute de matériaux, eh bien très rapidement, cette église va s'effondrer sur elle-même. En 1950, on décide de la raser. En 1993, je la rachète, mais lorsque je la rachète, j'ai l'idée de la restaurer en absolu. Et donc, on va faire ce travail de restauration à partir d'une association qui s'appelle Mémoire du futur. En fouillant le sol, on va découvrir deux choses. Un, des substructions de la sacristie, on va la reconstruire, et les substructions du cloître. Et là, bien entendu, on va le reconstituer, ce cloître. Et petit à petit, on va accumuler une documentation et on va s'apercevoir qu'il y avait effectivement un prieuré et on va reconstruire ce prieuré à deux niveaux. Un niveau A avec d'un côté la chapelle, de l'autre côté un bâtiment similaire qui va devenir mémorial et avec une partie liante qui est un cloître. Et en dessous, on a reconstitué des cryptes et on a recreusé de nouvelles. Si bien que c'est un ensemble cohérent, harmonieux et beau, et qui va devenir en fait le mémorial du génocide de la Vendée. Ça a été la première partie du travail. La seconde partie, qui continue toujours, c'est la finalisation du travail. Et là, je laisse la parole à Arnaud. Arnaud, vous faites partie de cette équipe de jeunes montée autour de Mémoire du futur et qui participe à la rénovation. Comment se constitue cette équipe? Comment est-ce que vous travaillez? Et quels sont les moyens que vous mettez en œuvre? Alors, donc effectivement, comme Renal le disait, donc c'est l'association Mémoire du futur qui a généré tout ce mouvement de jeunesse qui a reconstruit cette chapelle. Donc il faut savoir que ça ne s'est pas fait d'un seul coup, c'était quand même un petit peu délicat au début, parce que personne n'était susceptible de vouloir t'accompagner. Et les premiers qui ont répondu présent, c'est le chapitre Saint-Pierre-Chanel, qui tous les ans font des camps de restauration, et qui donc pour la première année, pour le premier chantier de restauration, sont venus à la chapelle Basse-Mère. Et des membres de ce camp-là, de ce chapitre Saint-Pierre-Chanel, est née toute une dynamique, toute une osmose par rapport à la restauration de la chapelle. Et donc, ces premières personnes, appelant leurs cousins, leurs frères, et ainsi de suite, ont fait qu'aujourd'hui, on est plus de 1500 sur 25 ans, à être passés pour restaurer cette chapelle. Donc le cas de figure est très simple, c'est donc on a cette chapelle en ruine, et tous les étés sont organisés sur les mois de juillet et d'août, en moyenne, un mois et demi, des chantiers de restauration bénévoles. Donc encadrés par l'association Mémoire du futur, qui est chapeautée par Reynald, et puis par certains cadres que je représente aujourd'hui.
L'idée, elle est double. Elle est premièrement reconstruire un bâtiment, reconstruire cette chapelle, la restaurer, lui redonner vie. Donc la dimension matérielle des choses. Et puis deuxièmement, toute la dimension humaine et spirituelle de l'œuvre qui va être incarnée justement par cette jeunesse. Voilà, donc l'idée c'est de lui faire confiance, de montrer qu'elle est capable de quelque chose, et c'est ce qu'on fait depuis 25 ans. Nous, on ne demande à personne un diplôme, on ne demande à personne des capacités ou des compétences quelconques. Voilà, ce qu'on demande, c'est juste de la bonne volonté, l'envie d'être là, de faire ce travail et de venir avec nous. Et puis ensuite, on a le cadre, on a la structure, on a le projet, et puis l'idée, elle est aussi de transmettre les choses. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, il y a un premier maçon qui est venu nous aider, qui est venu transmettre son savoir. Aujourd'hui, il est plus là. Et ben c'est les hommes, c'est les individus qui ont pris le relais et qui tous les ans se retransmettent les choses. Et alors, en effet, c'est des équipes de jeunes qui se relaient tous les ans. Et pour ceux qui ne font plus partie de cette jeunesse qui peut participer concrètement à la réfection de cette chapelle, quels sont les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour aider à ce que la chapelle Basse-Mer renaisse de ses cendres? Alors en fait, il y a trois grands moyens. Le premier moyen, évidemment, ce sont les jeunes qui s'activent localement. Alors il faut savoir que à partir du chantier de restauration, il y a plusieurs choses qui se passent, des week-ends par exemple, des pèlerinages, des animations variées et diverses. Ça, c'est par rapport aux jeunes qui participent au camp. Le deuxième élément, c'est bien entendu la communication à partir de là, comme par exemple la mise en œuvre de conférences, comme on peut faire à Nantes, à Rennes, à Saint-Malo, on l'a fait. Et puis le troisième élément, c'est tout le dynamisme parallèle au niveau de la créativité et de la création. Alors la créativité, c'est par exemple avoir des idées pour animer cette chapelle hors des chantiers, ne serait-ce que pour trouver de l'argent. Et la création, c'est solliciter des artistes qui ont un talent et qui vont donner ce talent à la chapelle pour réaliser des œuvres. Ça peut être des statues, par exemple, c'est Daphné Dubarry qui nous a réalisé une superbe, extraordinaire statue du recteur Pierre-Marie Robin, qui est le prêtre réfractaire de la chapelle Basse-Mer sous la Révolution, statue qui fait 2 mètres de hauteur. À l'heure actuelle, elle est en train de réaliser une statue consacrée aux noyades au sein de la Loire. Parce que tout le monde connaît les noyades commises par Carrier dans la Loire, mais en fait on ne se les représente pas, elles sont invisibles, on ne peut pas les matérialiser. Et en fait, pour la première fois, on va réaliser une statue immense, qui va faire 2,50 m de haut, et on va voir concrètement ce que sont ces noyades. Ça peut être aussi la réalisation de fresques. Nous avons par exemple un artiste américain, Prouty, qui est en train de réaliser à l'heure actuelle 50 mètres de fresques sur 2 mètres qui racontent toute l'histoire de la Vendée militaire. Et on a mis un certain temps pour concevoir cette fresque et bien entendu pour la mettre en œuvre. Alors Arnaud va vous parler de la conception de la fresque et de la mise en œuvre de cette fresque. Donc l'idée, elle est très simple. On a la chapelle, le cloître au milieu, et puis à droite du cloître, par une dimension de symétrie, on a le pendant de la chapelle en fait. Et ce bâtiment, c'est le mémorial. C'est là où on va commémorer entre autres toutes les guerres de Vendée. Et pour ce faire, comme le disait Reynald, on a mis en place, on est en train de mettre en place une grande peinture, plus de 100 mètres carrés de toile, pour raconter justement ces guerres de Vendée. Donc l'idée c'est de la faire courir sur tout le mur, qu'elle fasse le tour. Et elle est divisée en 18 scènes, voilà, minutieusement choisies, qui, de par leur structure, voilà, auront pour but de raconter, d'évoquer, de faire comprendre aux visiteurs justement ces guerres de Vendée. Donc avec tous les prémices, tout le soulèvement, l'insurrection et puis ensuite les différents massacres et exécutions.
Alors c'est une peinture américaine, c'est-à-dire hyper réaliste, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on voit, c'est la première scène, le peuple au Parlement, on est au sein du Parlement, hein. On participe. Lorsqu'on voit par exemple la mort de Bonchamp, qui est un élément clé, hein, on est à côté de Bonchamp. Quand on voit le massacre des Vendéens, on est au milieu des massacrés. Donc c'est une peinture, je dirais presque tridimensionnelle. C'est-à-dire que il y a une profondeur, une largeur, et on participe à ces différentes scènes. Alors c'est un Américain qui est vraiment doué, hein. C'est un homme de talent qui a l'habitude de travailler ce genre de sujet, hein. Par exemple, il a fait une très très belle fresque sur la vie quotidienne de la Bretagne au 19e siècle, qu'on peut voir sur Internet. Et là, c'est la même chose. Et si vous voulez participer à ça, il faut aller sur le site D'Artagnan. C'est la plateforme, une plateforme spécialisée dans la restauration, rénovation, préservation du patrimoine. Et donc on s'est adossé à cette plateforme de financement participatif pour récupérer les fonds qui nous serviront, qui nous servent à la réalisation de cette fresque. Et pourquoi faire un tel chantier au XXIe siècle? pour trois raisons principales. La première, c'est que jamais la Vendée militaire n'a eu son monument. C'est quelque chose d'incroyable qui est dû à deux raisons principales. Un, parce que l'État central n'a jamais voulu reconnaître son crime, hein. Et deuxièmement, les Vendéens n'ont pas eu conscience de la fragilité de la mémoire. Ils ne se sont pas rendus compte que le temps gommait les choses. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une question d'imagination, tout simplement. On aurait pu, et on aurait eu l'occasion de le faire, on aurait pu fabriquer cela à partir d'un certain nombre d'éléments forts. Je pense par exemple à la mort de Bonchamp à Saint-Florent-le-Vieil. D'autant plus qu'à Saint-Florent, vous avez le tombeau du premier généralissime de l'armée vendéenne, Catelino. Donc à partir de ce bipôle, on aurait pu construire là un sanctuaire pour la mémoire. On n'y a pas pensé. Puis la troisième raison, c'est que les gens lisent de moins en moins. Ils ont besoin de plus en plus de visuels, de palper les choses, de rentrer à l'intérieur des événements par là, par le monument, etc. Et donc c'est pour ça que, en sauvant cette chapelle, en reconstruisant ce prieuré, je me suis dit que c'était une occasion inespérée de faire ça. Alors, bien entendu, le lieu est un lieu fort puisque la chapelle Basse-Mer est la seule commune paroisse qui a été étudiée dans le cadre de l'histoire de la Vendée militaire et qu'on a tout, surtout à la chapelle Basse-Mer. Et comme j'étais natif à la chapelle Basse-Mer, de la chapelle Basse-Mer, comme je connaissais les gens du pays, il était facile de les contacter pour qu'ils nous donnent les matériaux qui nous aident de manière variée et diverse. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que cette restauration, elle a été facilitée par l'aide des locaux, bien entendu, mais aussi d'un certain nombre d'entreprises nationales et internationales qui, selon le cas, nous ont donné de l'argent ou des matériaux ou des moyens de transport en nous payant l'essence, etc. Et cette restauration et construction n'a pas coûté un centime à la collectivité locale, c'est nous entièrement qui avons trouvé les fonds pour restaurer et reconstruire. Donc c'est un double événement, cette chapelle. C'est une restauration et une construction, mais c'est aussi la preuve absolue qu'on peut restaurer et construire sans aide publique. Il suffit d'être des merdas, en fait. Et une chapelle n'a de sens que si elle est tournée vers le Christ, tournée vers Dieu. Il faut donc ensuite qu'elle soit consacrée, j'imagine. Comment est-ce que vous comptez mettre en place cette consécration? Quels sont les liens que vous avez avec le clergé local? Avec le clergé local, les choses se passent plutôt bien, hein.
d'autant plus qu'il n'y a plus de clergé local maintenant. Bon. Donc, il n'y a pas de problème. Et il y a certains prêtres locaux qui nous accompagnent volontiers. Bon. Alors, l'avenir. La question que vous posez est une question de fond. C'est-à-dire qu'effectivement, la chapelle, c'est un lieu sacré. Et il va le demeurer. Et il est clair que à travers ce maintien de la chapelle, on veut bien montrer la dimension spirituelle des guerres de Vendée. En fait, il y a deux éléments. Vous avez la chapelle, lieu spirituel, et puis l'autre, le mémorial, lieu profane. Le tout lié par le cloître, qui est un promenoir en fait. Et puis en dessous, nous avons la reproduction de ce qui se passe à la surface. C'est-à-dire que nous avons un lieu sacré, puisque le baptistère original du XIe siècle nous a été donné, et on a construit une crypte spéciale pour le recevoir. Et d'ailleurs, on pourra le regarder à travers le sol de la chapelle. Et puis l'autre partie profane, avec une crypte consacrée aux soldats vendéens inconnus. Hein, et ça forme un ensemble harmonieux et cohérent. À plus ou moins long terme, et c'est Arnaud qui fera ça, il faudra construire un ensemble cohérent. Très concrètement cet été, sur quoi les jeunes vont-ils travailler? Alors, du coup, on vous parlait de cette grande peinture-là, et donc, en priorité, les jeunes vont travailler sur le mémorial, la finition intérieure du mémorial, afin de recevoir cette peinture qui sera finie courant du fin de l'automne, début de l'hiver. Donc, on a le mémorial, on a posé la charpente il y a 2 ans. C'est une coque de bateau retournée, et donc l'idée, c'est de l'habiller avec une voûte lambrissée. Voûte en bois du coup. Donc ça c'est le grand projet principal, avec en plus la salle des généraux et puis tout ce qui est finition en termes de murs, avant l'année prochaine de pouvoir poser les sols et donc de travailler les finitions. Donc pour ce faire, on a lancé via notre site internet, hein, donc que je répète, mémoiredufutur.fr, une campagne de dons, voilà, à travers une petite vidéo de 6 minutes, que je vous invite du coup à aller voir, à regarder, et vous passerez un agréable moment, parce qu'on y a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, énormément d'humour, c'est très bien monté, donc un bon moment de plaisir, et qui vous incitera fortement à nous donner. Cette œuvre est vraiment le fruit d'un travail sur le long terme que soulignait Arnaud tout de suite. 1500 jeunes qui sont venus sur 25 ans. Des jeunes qui sont, pour certains, restés 15 ans sur le chantier. Donc, vous imaginez que dans le cadre de leur vie, c'est quelque chose d'important qui les a imprégnés en profondeur. D'autant plus qu'à la chapelle, on a 2 grandes dimensions. On n'a pas parlé de la seconde dimension, c'est-à-dire la dimension temporelle, on avait cela, puis une dimension spirituelle aussi. C'est un camp chrétien qui est animé chrétiennement, avec des aumôniers qui gèrent ce camp, et il y a cette dimension qui fait qu'on arrive vers l'exception.